Bienvenue au pays du froid. Je suis une renarde polaire. Depuis 400 000 ans, nous, les renards polaires, nous vivons dans la toundra, le désert glacé qui entoure le pôle Nord. Mon territoire à moi, c'est le pourtour de la baie d'Hudson, dans le nord du Canada. Même les sapins ont renoncé à pousser jusque-là. La neige recouvre tout à peu près 9 mois sur 12. Je suis une habituée des changements du climat. Il s'en produit un tous les 100 000 ans environ. J'ai donc déjà survécu à 4 d'entre eux au cours de mes 400 000 ans d'existence. Depuis toujours, le problème principal ici, c'est de manger sans être mangé. Ma tactique consiste à me faire blanche comme la toundra, et d'autres font comme moi. Le lagopède, par exemple. On l'appelle aussi la perdrix des neiges. En ce moment, il se fait plus blanc que blanc pour échapper à ces prédateurs dont je suis. Mais l'été prochain, nous serons tous les deux plus bruns que bruns. Le lièvre variable aussi porte sa tenue d'hiver. Certains s'obstinent à rester blancs toute l'année. La chouette arfan, par exemple. Le loup aussi. Il y a quelques centaines de milliers d'années, c'était un loup gris très banal, et l'ours polaire n'était qu'un ours brun. Nous nous sommes tous adaptés à l'environnement. En 400 000 ans de froid polaire, nous, les renards, sommes devenus les champions des économies d'énergie. Notre métabolisme très bas, nos toutes petites oreilles, nos bottines fourrées, notre nez court et notre épaisse fourrure d'hiver sont de super équipements de survie. Certains renards polaires sont blancs, d'autres sont gris. On les appelle les renards bleus. Mais nous sommes tous de la même espèce, celle des champions de la résistance au froid. Notre queue est une vraie couette. Enroulés dedans, nous sommes capables de dormir au chaud, même par moins 40. En hiver, il n'y a vraiment plus grand-chose à manger, mais nous sommes prévoyants. Mon cousin avait enterré une oie ici l'été dernier. Pas de chance, elle a disparu. Pour ne pas mourir de faim, je décide de suivre un ours. Il n'y a pas meilleur que lui pour trouver du ravitaillement. Cette femelle surveille la banquise. Si elle était formée, elle serait déjà en train d'y chasser le phoque avec son ourson. Moi, je mangerai ses restes, et tant pis si on me traite de charognarde. La chaleur bouleverse nos bonnes vieilles habitudes. Cette année, une fois de plus, la banquise est en retard. Elle aurait dû se former depuis la mi-octobre. Nous sommes déjà à la fin du mois de novembre. Sans banquise, pas de phoques à manger. Les ours sont à jeun depuis 4 mois. Sur la baie d'Hudson, les ours ont maigri de 22 kilos en 20 ans. En attendant la banquise, ils économisent leurs forces. Ils s'installent à l'abri du vent, dans un creux avec vue sur la mer, et ils dorment d'un œil en surveillant la glace. Ce matin, c'est la canicule. Moins 10 seulement. Pour que la banquise se forme, il faudrait que la température chute à moins 20 degrés et que le vent du nord rabatte la glace vers la côte. Normalement, toute cette eau devrait déjà être recouverte d'une épaisse couche de glace. On en est loin. Chaque jour, les ours vérifient la qualité de la glace. En s'étirant, celui-ci cherche à se faire le plus léger possible. Ce n'est pas facile quand on pèse 600 kilos. Il sait nager, bien sûr, mais il évite de tomber à l'eau. À cette saison,
Il n'a plus assez de graisse pour se protéger du froid. Un ours mouillé consomme 25 fois plus de calories qu'un ours au poil sec. Une baignade de trop et c'est la mort. Il vaut mieux retourner se coucher. Celui-là vit dangereusement. Il explore les crêpes de glace qui se forment dans la baie, mais elles ne sont pas encore assez soudées entre elles. En attendant les phoques, ça ferait du bien de manger un petit quelque chose. Une bonne perdrix bien dodue, par exemple. L'ours a eu la même idée que moi. Celle-ci avait échappé à la chouette Arfan. L'ours a été plus rapide que moi. Il ne m'en laissera pas une plume. Comme j'ai de la suite dans les idées, je mets mes petites pattes dans les grosses traces de l'ours. J'en étais sûre. Celui-ci a fini par trouver de la nourriture. À cette saison, les fruits sauvages sont bourrés de sucre et de vitamines. Je les adore car ils me permettent de reconstituer mon stock de graisse. Mais une fois de plus, ce goinfre ne va pas m'en laisser une seule petite branche. En matière de nourriture, l'ours et moi sommes des opportunistes. Même si nous préférons la viande de phoque, nous ne faisons pas les difficiles. Quand la table est mise, nous mangeons ce qu'il y a à manger. J'ai quand même de la chance. Les lacs de la toundra ne sont pas profonds. Comme leur eau n'est pas salée, ils ont gelé plus vite que la mer. Des bancs de petits poissons sont congelés dans la glace. Pour les récupérer, les outils de base sont de grosses pattes et de longues griffes. Il me faut absolument ce poisson, et je l'aurai. Mais cette glace est vraiment trop dure. L'ours est un bien meilleur brise-glace que moi. Plutôt que de creuser par mes propres moyens, j'essaie de récupérer ses restes. C'est beaucoup plus efficace. Le problème, c'est qu'il n'aime pas partager.
D'ailleurs, j'ai un autre point commun avec l'ours. Moi non plus, je n'aime pas partager. Il y a vraiment trop de goélands ici. Touche pas à mon poisson, toi. Mon repas terminé, je marque mon passage. Tout le monde doit savoir que ce lac est à moi. Au fil du temps, le froid polaire était devenu mon ami. Il protégeait mon territoire, car peu d'animaux supportaient des conditions de vie aussi dures. Mon problème, c'est le réchauffement trop rapide du climat. À raison de 2 degrés de plus par siècle, si ça continue, le Grand Nord va devenir vivable pour n'importe qui. Pour celui-là, par exemple, ce rouquin est un vrai casse-pied. D'habitude, la loutre me laisse du poisson tout frais. Mais depuis qu'il est là, il s'empiffre avec, sans m'en laisser une arrête. Et il n'y a pas que ça. Ce renard roux est 2 fois plus gros et plus fort que moi. 7 kilos contre mes 3 kilos. Je ne fais pas le poids. Il mange mes proies, tue mes jeunes et me chasse de mon terrier. Il me repousse toujours plus loin en direction du nord. On dit qu'il vient des régions tempérées et qu'il serait peut-être mon ancêtre lointain. Depuis un siècle, il aurait commencé à remonter du sud à travers la forêt. On l'aurait aperçu pour la première fois dans le Grand Nord vers 1918. Lui aussi a compris qu'en suivant l'ours, on pouvait gagner un repas. Ces 2 frères se battent amicalement. Mais un coup de patte d'ours est vite attrapé. Il est prudent de garder ses distances. En hiver, pour trouver à manger, je n'hésite pas à me rapprocher des humains. Je prends des risques, car ici ils piègent les renards polaires pour leur fourrure. Mais ils laissent toujours traîner des choses appétissantes. Un succulent morceau de carton, par exemple. Faute de phoque, il faut bien se contenter de ce qu'on trouve. Entre nous, le carton, ce n'est pas ma tasse de thé. Parlez-moi plutôt d'une bonne souris bien grasse. Normalement, il y en a beaucoup autour du silo à grains, sur le port de Churchill. C'est là que je vais aller me ravitailler. L'ours aussi. Lui et moi avons souvent les mêmes idées. Jusqu'à l'année dernière, j'avais le meilleur terrier de la ville, juste à côté du silo et des souris. Mais cette année, j'ai été chassée par un couple de renards roux. Je n'ai pas pu résister. Ils sont 2 fois plus gros que moi. Malgré les apparences, ce renard noir est bien de l'espèce renard roux. Les humains ont aussi inventé des jouets pour ours. Ils appellent ça des poubelles.
Une étape à haute valeur gastronomique, c'est la décharge. En principe, les humains n'ont pas le droit d'y jeter de la nourriture. Heureusement, il leur arrive d'oublier de la pizza ou des hamburgers dans leurs vieux cartons. Et nous, les renards, nous sommes les champions de la récupération. Une fois de plus, le rouquin ne va rien me laisser. Ce jeune ours n'a pas encore compris qu'il est interdit d'explorer le port. La patrouille anti-ours fait tout ce vacarme pour le refouler vers la toundra. C'est la fuite ou la prison pour ours. La patrouille tire à blanc. À Churchill, les ours sont protégés. Si le réchauffement s'aggrave, les ours vont rester de plus en plus longtemps en ville. La patrouille va avoir de plus en plus de travail pour les éloigner. Du côté du silo à grains, le renard noir et sa compagne rousse profitent à fond de la meilleure place. Pour les scientifiques, l'arrivée de ce pirate sur mes terres polaires ne serait peut-être pas due au seul réchauffement du climat. Ce que je constate, moi, c'est qu'il fait de plus en plus chaud et qu'il est là. Ce n'est pourtant pas la place qui lui manque dans sa région d'origine. Chez lui, il y a vraiment tout ce qui peut faire le bonheur d'un renard. Je me demande pourquoi il vient m'envahir. Dans les pays tempérés, il y a plus de rongeurs qu'un renard ne peut en manger. Celui-ci grandit en Bourgogne, en France. Sous le regard de sa mère, il s'entraîne à chasser les taupes. Une taupe, ce n'est pas très bon à manger. Il y a beaucoup plus intéressant dans les environs. Dans cette confortable campagne bourguignonne, il y a des fermes. Et dans les fermes, on cherche et on trouve des poules. Même ici, chez lui, ce terrible rouquin trouve le moyen de se rendre impopulaire, car les humains détestent partager leurs poules. Il a des circonstances atténuantes. Au printemps, les renards ont besoin de plus de calories pour nourrir leurs jeunes. Chaparder une poule est provisoirement une nécessité vitale. Pendant ce temps, un peu plus loin, les jeunes cousins du chasseur de taupes vivent un moment important de leur courte existence. Aujourd'hui, 8 mai, à midi moins le quart, ils sortent du terrier pour la première fois. Ils sont tout juste âgés d'1 mois. Pour découvrir le monde, ils disposent d'un formidable terrain de jeu, le bord d'une route de campagne. Tout y est nouveau et très amusant.
Leur jeu préféré consiste à essayer de deviner qui sera le chef. Le plus gros cherche déjà à imposer sa loi. Pour le moment, c'est encore pour rire. Mais je crains le pire si celui-là débarque un jour dans ma toundra. Le vrai territoire du renard roux, le voilà. Des forêts de feuillus qui alternent avec des prairies entourées de haies vives. Le renard roux vit de préférence en lisière de la forêt. Il installe son terrier à l'abri des arbres, mais aussi dans les haies vives qui abritent des oiseaux, des lapins, des rongeurs. Autant de futurs repas pour lui. Il ne perd pas de vue les prés, domaine du campagnol des champs, sa proie favorite. Les jeunes renards ont quitté le bord de la route, trop fréquenté par les humains. Leur mère a déménagé sa famille dans la forêt, où elle se sent mieux protégée. Les jeunes occupent leur temps à jouer en attendant le prochain repas. Ils trouvent tout ce qu'il faut sur place pour s'occuper. Des petites branches, de l'herbe, des morceaux d'écorce. Voilà des découvertes tout à fait passionnantes. Dans la prairie voisine, leur mère part à la chasse aux campagnols. Il lui en faut plus de 60 par jour pour nourrir ses 4 renardeaux. Mulotter. Cela consiste à repérer à l'oreille le chicotement des rongeurs sous la terre. Puis, le chasseur saute de façon à retomber juste sur sa proie. Les humains n'apprécient pas à sa juste valeur le travail du renard roux en faveur de la protection des cultures. Ici, il ne manque vraiment de rien. Pourquoi ces renards roux viennent-ils me compliquer la vie dans le Grand Nord? Dans 4 ou 5 mois, ces renardeaux devront conquérir leur propre espace vital. C'est la loi de l'espèce. Cela ne leur posera pas de problème, car leur domaine s'étend chaque année un peu plus en direction du nord. Sous l'effet du réchauffement du climat, la ligne de front des feuillus remonte vers le nord, et avec lui le territoire de ce terrible rouquin, mon ancêtre devenu mon ennemi. Poussés par les feuillus, les résineux remontent eux aussi. Ils grignotent peu à peu la toundra, mon territoire du Grand Nord. Il y a quand même un pays où le renard roux n'a jamais posé une patte. Ce pays, c'est l'Islande. Coucou, c'est encore moi, la renarde polaire. Je porte à présent ma tenue d'été à poil court.
Je suis arrivée ici il y a bien longtemps, en dérivant sur un iceberg depuis le Groenland. Comme l'Islande est une île, que les icebergs ne viennent pas du sud et que le renard roux ne sait pas faire du bateau-stop, il n'est jamais arrivé jusque-là, ce qui me facilite la vie. Légère et court-vêtue, je galope d'une patte alerte sur les pentes du Hornstrandir, la réserve où je vis. C'est mon paradis terrestre à moi. Le cercle polaire passe exactement ici, sur ce fjord du nord-ouest de l'Islande. Je porte encore des restes blancs de ma fourrure d'hiver. Cela me donne l'air d'un mouton mal tondu. C'est parce que je suis célibataire. Je ne me suis pas usé les flancs à l'entrée d'un terrier pour aller nourrir mes jeunes. N'étant pas mère de famille, je suis reléguée tout en bas de la hiérarchie dans la société des renards. Mais en tant que célibataire, je suis libre d'aller et venir entre plusieurs territoires, et ça m'arrange bien. Mon préféré, c'est la plage. Un vrai garde-manger pour renard polaire. Une canette d'air, bonne affaire. La canne est presque plus grosse que moi, mais ce n'est pas un problème. J'ai des mâchoires solides. Je vais aller l'enterrer dans ma réserve. Dans 3 mois, il fera froid à nouveau. Il n'y aura plus que quelques perdrix des neiges à chasser dans la montagne. Cette canne me nourrira un bon moment, si elle se conserve jusque-là. Pour trouver du ravitaillement, la plage c'est bien, mais il y a encore mieux. La falaise aux oiseaux. Un supermarché grandeur nature pour renards. Au printemps, des milliers de goélands, de pétrels fulmars et de guillemots y font leur nid. De quoi nourrir plusieurs familles de renards. Ma cousine Ingrid a donné ses oreilles à la science. De cette façon, elle est bien reconnaissable. Et en observant ses allées et venues, les scientifiques ont compris qu'elle s'intéressait surtout aux œufs et aux poussins. Il est vrai qu'il est plus facile d'aller piller un nid que d'attraper un adulte en plein vol. Enfin, facile, c'est vite dit. Ingrid passe des heures à repérer les nids les plus accessibles. Tout irait pour le mieux si, là aussi, les changements climatiques n'étaient pas en train de bouleverser notre vie. Les oiseaux de la falaise sont piscivores. Ils se nourrissent de petits poissons, notamment des lançons, des poissons qui vivent en banc. Bien que nous soyons sur le cercle polaire, l'eau n'est plus assez fraîche pour ces petits poissons. Ils remontent encore plus au nord. Ils ne restent plus sur place que les gros, trop gros pour que les poussins puissent les avaler. Résultat, certains jeunes oiseaux meurent de faim au nid. Pire, on vient de découvrir que l'augmentation du gaz carbonique provoque l'acidification de la mer, en particulier des mers les plus froides, comme l'océan Arctique, au bord duquel je vis. À cause de cela, il se pourrait que les organismes à coquilles, le plancton, les coquillages, ne puissent plus fabriquer assez de calcaire pour construire leurs coquilles. S'ils disparaissaient, les lançons n'auraient plus rien à manger. Sans les lançons, il n'y aurait plus d'oiseaux, plus d'œufs ni de poussins à manger pour nous, les renards polaires. Et au bout de la chaîne, nous aussi, nous risquons de disparaître. Nous n'en sommes pas encore là. Pour profiter des oiseaux de la falaise,
Solveig, mon autre cousine, y a installé son terrier. Ainsi, il lui faut moins de temps pour transporter les repas. Son renardeau a tous les jours un poussin frais à manger. Cette année, nous sommes environ 8000 renards polaires en Islande. Mais en fonction du nombre d'oiseaux à manger, notre nombre varie considérablement d'une année à l'autre. L'équilibre naturel du Grand Nord est fragile. Bientôt, nous serons peut-être les victimes indirectes du gaz carbonique émis par les voitures. Des engins que nous n'avons jamais vus ici. Je partage la plage avec ma sœur, Greta. Elle est veuve et mère de famille. Normalement, son compagnon aurait dû lui apporter des provisions au terrier pendant les semaines qui ont suivi la naissance de leur jeune, alors qu'ils étaient trop fragiles pour qu'elle puisse les quitter. Mais il s'est tué en tombant de la falaise. Du coup, elle a dû nourrir ses jeunes toute seule depuis leur naissance. Greta est maigre, elle a faim. La marée a déposé sur la plage un immense poisson des profondeurs. Greta commence par se remplir l'estomac. Une fois rassasiée, elle cherche le moyen de rapporter son trésor au terrier. Problème, il est au moins 3 fois plus gros qu'elle. Greta est une vraie renarde de bord de mer. Elle sait découper le poisson. Elle va en faire plusieurs morceaux, plus faciles à transporter. Trois petits museaux affamés l'attendent au terrier, quelque part loin dans la montagne. C'est vers eux qu'elle se dirige, lourdement chargée. Ici, la quantité de nourriture disponible est imprévisible. Lorsqu'une occasion se présente, il faut la saisir tout de suite. Mais ma sœur prévoit déjà les mauvais jours d'hiver, quand il fera moins 40, quand tous les oiseaux migrateurs seront repartis vers les pays chauds. Elle fait des réserves. Elle stocke le dernier morceau de poisson dans un coffre-fort bien frais. Il a peu de chances de se conserver jusqu'à l'hiver, mais elle pourra toujours revenir le chercher dans quelques jours, si elle ne trouve pas de nouvelles proies. Puis Greta retourne faire son marché. Ce jour-là, elle a vraiment de la chance. Un macareux s'est cassé le cou à la pêche. Son garde-manger va se remplir à grande vitesse. Le réchauffement climatique m'inquiète. Mais ma vraie bête noire, c'est le mouton. Cette bête à laine a débarqué de Norvège au 9e siècle avec les Vikings, premiers humains arrivés en Islande. Moi, j'étais déjà là depuis longtemps. Entre nous, ça a tout de suite été la guerre. D'accord, mes ancêtres renards ont croqué quelques agneaux. Depuis le 13e siècle,
Une loi oblige tout éleveur de moutons à tuer au moins un renard par an ou à payer une taxe pour rémunérer un chasseur de renards professionnel. Je risque ma peau dès que je sors de ma réserve. Christian Enarsson est chasseur de renards. Il a abattu 130 d'entre nous il y a 2 ans, 70 l'année dernière. Cette année, il n'en est qu'à sa 50e victime, mais la saison n'est pas terminée. Je n'ai pas de chance. Je suis le seul mammifère carnivore sauvage d'Islande. À part moi, dans la nature, il n'y a ici que des oiseaux. Ni loups, ni ours, ni lynx avec qui partager ma mauvaise réputation de prédateur. Au XXIe siècle, les éleveurs ont trouvé une autre raison de m'en vouloir. L'Islande, c'est le pays des oiseaux. 71 espèces nichent ici. La vedette, c'est l'eider à duvet. 1 demi-million d'eiders sont rassemblés dans des fermes le long des côtes. On y trouve jusqu'à 2000 nids à l'hectare. Une aubaine pour nous les renards. Daddy Inginundarsson est fermier d'eiders. Au printemps, ce canard migrateur revient du sud pour se reproduire. La canne borde son nid d'une vingtaine de grammes de duvet qu'elle s'arrache de la poitrine. Daddy récolte ce duvet très chaud et très léger. On en fait des couettes depuis des siècles. Il se vend une vraie fortune, environ 1000 € le kilo. Il faut 60 nids d'eider pour obtenir ce kilo. L'eider, c'est la version islandaise de la poule aux œufs d'or. C'est pourquoi Daddy veille jalousement sur les siens. De la ponte des œufs à l'envol des canetons, le fermier passe 3 mois à les surveiller 24 heures sur 24. Piller les nids d'eider dans un élevage, c'est tentant mais risqué. Il est impossible de profiter de la nuit pour attaquer, car en été, il ne fait jamais nuit. Je l'ai échappé belle. La canne eider reste 27 jours sur ses œufs sans manger. Mais le mâle, lui, ne couve pas. Il reste à proximité pour la protéger. Avec son superbe plumage noir et blanc et sa voix mélodieuse, il a tout pour séduire les jeunes femelles. Les eiders mangent des petits invertébrés et des coquillages, en particulier des moules. Mais si la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère augmente encore, les moules, elles non plus, ne pourront plus former leurs coquilles à cause de l'acidification de la mer. Et sans moules, il n'y aura plus d'eider. 27 jours à couver sans manger, c'est très dur. Si la canne n'est pas assez grasse au début du printemps, à un certain moment, elle doit choisir. Mourir de faim sur son nid ou abandonner ses œufs pour aller à la pêche aux moules. Choisir la pêche, c'est risqué. Un coup de froid peut tuer les embryons dans l'œuf, malgré le duvet dont la mer les recouvre. Celle-ci a réussi sa couvée. Enfin arrive le jour de la première leçon de pêche.
Passer de la chaleur du duvet à l'eau froide, c'est une épreuve. Mais leur mère insiste, il faut la suivre de près. Sinon, le goéland ne fera d'eux qu'une bouchée. La première leçon de plongée a lieu tout près du bord. Il y a au fond une foule de minuscules crustacés et de coquillages. La technique consiste à brasser l'eau pour les faire remonter jusqu'à son bec. Une chose est sûre, si les coquillages disparaissent, nous allons tous mourir de faim. La propriétaire de ce nid n'a pas compris qu'il ne faut pas pondre n'importe où. Loin du fusil du fermier, nous les renards, nous n'avons qu'à nous servir. D'ailleurs, les éleveurs devraient nous remercier au lieu de nous tirer dessus. Si les éders se concentrent en colonies, c'est pour se protéger de nous. Ainsi, grâce aux renards, le fermier a moins de chemin à faire pour ramasser le duvet. Le problème avec les œufs d'éder, c'est qu'il est impossible d'en emporter plusieurs à la fois. Et il me faut à chaque fois 10 minutes pour aller en cacher un. Mais c'est du travail qui en vaut la peine. Les œufs se conservent beaucoup plus longtemps que la viande. Ceux-là, je suis sûre de les retrouver cet hiver. Ce terrier inoccupé fait un excellent garde-manger. J'ai beau insister, il n'y a vraiment aucun moyen d'en prendre deux d'un coup. Ces troncs apportés de Sibérie par la mer sont bien pratiques pour traverser la plage sans se tordre les pattes sur les galets. Réchauffement ou pas, l'été est toujours aussi court sur le cercle polaire. Quand le soleil est là, il faut en profiter. On ne le dit pas assez. Nous, les renards, nous jouons un rôle important dans l'équilibre naturel. Si les avions se posent en toute sécurité sur l'aéroport de Reykjavik, la capitale de l'Islande, c'est bien grâce à nous. En 1970, 2000 goélands bruns s'étaient installés le long des pistes. 40 ans plus tard, ils étaient plus de 70 000, un vrai danger pour les avions. Alors Pal nous a appelés au secours. Pal Erstensen est biologiste. Il dirige l'Institut de la faune sauvage d'Islande. Je souligne qu'à la fin du XXe siècle, les chasseurs nous avaient tous exterminés par ici. Pour nous faire revenir, il y a 3 ans, Pal nous a installé des terriers artificiels. Il a posé de la nourriture devant, nous nous sommes installés et en 2 ans, nous avons nettoyé l'aéroport. Notre arrivée déclenche la panique. Quand tout le monde s'est envolé, nous allons nous servir dans les nids. Il n'y a pas que nous. Le pire prédateur du goéland, c'est le goéland lui-même. Il profite de la panique pour aller piller le nid de son voisin.
Et c'est ainsi que la démographie s'est effondrée chez les goélands de l'aéroport. 4 couples de renards seulement sont venus à bout de la plus grande colonie de goélands bruns du monde. Pas les fiers de nous. Après plusieurs couvées ratés, cette année les goélands ont abandonné l'aéroport. Ils sont venus s'installer 4 kilomètres plus loin, autour de ce vieux radar de l'armée américaine. Ici, ils ne dérangent personne. Mission accomplie. Rien ne va plus dans notre famille. Greta et moi sommes en train de nous crêper le chignon. Le nouveau mari de ma sœur est un voyou. Il y a quelques jours, pour que ma sœur accepte de s'accoupler avec lui, il a tué ses jeunes dont il n'était pas le père. Puis il a mangé toutes ses provisions. Après quoi, il a voulu en faire autant avec moi. Mais je ne me suis pas laissé faire. Du coup, Greta est fâchée. À présent, ce feignant essaie de se réconcilier avec ma sœur. Ça veut dire « Reviens, Greta !» Et ça, « Attends-moi, j'arrive !» Ma sœur n'est pas rancunière. Après cette petite scène de ménage, la vie conjugale reprend son cours. Nous, les renards polaires, nous passons beaucoup de temps à marquer notre territoire avec différentes techniques. C'est notre façon de donner de nos nouvelles à nos parents, à nos voisins, à tous les renards qui passeront par là. L'Islande était notre petit paradis. Ici, nous n'avons pas de prédateurs, à l'exception de l'homme. Et en Islande, l'homme n'est pas partout. Au fil des millénaires, nous avions appris à nous adapter au froid, à la nourriture imprévisible. On dit de nous que nous sommes des individualistes, animés par une farouche volonté de nous suffire à nous-mêmes. En ce qui me concerne, j'ai parfaitement réussi. Je continue d'accumuler des réserves pour l'hiver ou pour la semaine prochaine. Je ne peux rien faire de plus pour assurer mon avenir. Je vais probablement payer les conséquences d'une pollution qui vient d'ailleurs et dont je ne suis pas responsable. Greta et son mari passent de longues heures à chercher ensemble des petits vers de terre sous l'herbe. Ce n'est sûrement pas très nourrissant, mais c'est peut-être cela, l'image du bonheur. Après cette matinée agitée, il est temps de prendre un peu de repos. Entre 10h et 16h, les renards font la sieste, souvent au même endroit, sur la même pierre plate, jour après jour.
et ils reprennent leur activité en fin d'après-midi. Que vais-je devenir, moi, le renard polaire, si le réchauffement tue les coquillages, s'il n'y a plus de poissons dans la mer, plus d'oiseaux sur les falaises, plus de nids sur les plages? Pourtant, la vie est si belle l'été, au bord du fjord.